Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne francophone de Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce samedi 29 mars 2025. Tout d'abord, Valentin Floquet vous présentera la revue de presse de l'actualité taïwanaise de la semaine. Je vous retrouverai ensuite aux côtés de Lisa Dufaux pour vous présenter l'émission Le Courrier des auditeurs. Et ensuite, vous retrouverez l'émission de Clément Tricot, Relations Taïwan-France. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Valentin Floquet pour les grands titres de la revue de presse hebdomadaire. Débat autour de l'influenceuse chinoise Yaya qui quitte Taïwan avant son expulsion. Le Japon révèle un plan d'évacuation des îles Sakishima pour des cas d'urgence impliquant notamment Taïwan. Taïwan s'apprête à réagir à la liste américaine des Dirty 15. Selon Wellington Koo, en cas de blocus de Taïwan, la communauté internationale ne resterait pas les bras croisés. La Chine conçoit une machine capable de couper les câbles sous-marins les plus résistants et les plus profonds. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter votre revue hebdomadaire sur l'actualité taïwanaise de ce samedi 29 mars 2025. L'influenceuse chinoise Yaya quitte Taïwan avant son expulsion. L'influenceuse chinoise de son nom complet Liu Zhenya, connue sur Douyin, la version chinoise de TikTok, sous le pseudonyme Yaya à Taïwan, a quitté Taïwan le 25 mars à la suite d'une décision des autorités de révoquer son permis de résidence. Cette mesure a été prise en raison de ses contenus en ligne promouvant l'annexion militaire de Taïwan par la Chine, ce qui, d'après plusieurs articles de loi, constitue une menace à la stabilité nationale. Avant de prendre un vol pour Fuzhou à 20h45, Liu Zhenya a tenu une conférence de presse en compagnie de son mari et du soutien de l'Association internationale d'entraide familiale de Taïwan. Elle a contesté la décision des autorités, affirmant qu'elle n'encourageait pas une unification militaire, mais qu'elle abordait simplement cette possibilité dans son analyse des relations entre la Chine et Taïwan. L'organisation de cette conférence de presse a suscité des réactions. Des manifestants rassemblés à l'appel de créateurs de contenu taïwanais ont exprimé leur mécontentement face à la présence de Liu Zhenya sur le territoire. La police a délimité des zones pour chaque groupe afin d'éviter tout débordement. Le Premier ministre Zhou Zhongtai a été entendu à ce sujet au UN législatif suite à beaucoup de critiques visant le gouvernement et l'accusant d'attaquer la liberté d'expression. Il a rappelé que la liberté d'expression avait ses limites, notamment lorsqu'elle menaçait la souveraineté nationale. Il y a une limite à la liberté d'expression, et celle-ci réside dans la survie du pays. Vous ne pouvez pas calomnier ce pays, tout en demandant à ce pays de vous protéger et de vous laisser le détruire. Cela n'est pas juste. D'autre part, la ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, a voulu être rassurante en réaction à l'idée avancée par les personnes voulant critiquer le gouvernement que l'expulsion de Liu Zhenya allait à l'encontre des droits de l'enfant. Elle a précisé. Les enfants peuvent rester à Taïwan pour recevoir de meilleurs traitements et des avantages. Ils peuvent également retourner en Chine. L'unification de Taïwan par la force, c'est l'annihilation de la souveraineté de Taïwan. Donc, comment peut-on se contenter d'évoquer les cas individuels de séparation mère-enfant ? Je pense que là, nous tombons totalement dans les trois guerres du Parti communiste chinois, à savoir la guerre juridique, la guerre de l'opinion publique et la guerre psychologique. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de vigilance accrue de la part des autorités taïwanaises. La semaine dernière, 2 autres influenceuses chinoises, Xiao Wei et Hun Qi, ont vu leur permis de résidence révoqué pour des motifs similaires, et ce pour une durée de 5 ans. En parallèle de cette polémique, des groupes de la société civile appellent à un durcissement des conditions d'obtention de la carte d'identité taïwanaise pour les conjoints chinois.
Lors d'une conférence de presse à l'Université nationale de Taïwan, plusieurs organisations, dont la Kuma Academy et l'Alliance anticommuniste de Taïwan, ont plaidé pour le passage de la durée d'attente de 6 à 8 ans et un renforcement des sanctions contre les discours en faveur de l'annexion de Taïwan. Le Japon révèle un plan d'évacuation des îles Sakishima pour des cas d'urgence impliquant notamment Taïwan. Le gouvernement japonais a annoncé avoir préparé un plan d'évacuation des îles Sakishima dans l'archipel d'Okinawa, un plan qui serait mis en œuvre en cas d'urgence impliquant notamment Taïwan. La NHK a indiqué que le plan prévoyait l'évacuation de 120 000 habitants et touristes de 5 communes situées dans les îles Sakishima, dans le sud de l'archipel d'Okinawa. Le secrétaire général du cabinet japonais, Yoshimasa Hayashi, a déclaré que les éléments dévoilés relevaient des premières interventions nécessaires durant le premier mois d'évacuation afin d'assurer l'efficacité d'intervention. Ces éléments du plan d'évacuation concernent notamment le paiement des hôtels et les modes de transport et doivent encore faire l'objet de discussions entre les gouvernements locaux et les entreprises. Taïwan s'apprête à réagir à la liste américaine des Dirty 15. Dans le cadre de ces tarifs douaniers réciproques, l'administration Trump a annoncé une liste dite des Dirty 15, des Dirty 15, expression inspirée d'un film et qui fait référence aux 15 pays avec lesquels Donald Trump estime que les États-Unis souffrent d'un déséquilibre commercial important. Ces 15 pays devront ainsi se soumettre à des droits de douane supplémentaires à partir du 2 avril prochain et une rumeur dit que Taïwan figurera probablement dans cette liste en raison de son excédent commercial de 73,9 milliards de dollars américains dans ses échanges commerciaux avec les États-Unis, faisant de l'île la 6e relation commerciale déficitaire pour les États-Unis. Les médias ont invité le ministre de l'économie, Guo Zhizui, à indiquer la manière dont son ministère comptait réagir à de telles mesures si elles venaient à se confirmer. Ce dernier a souligné que le ministère de l'économie n'était pas responsable des négociations avec la partie américaine, mais qu'il devait préparer les informations nécessaires pour les négociateurs. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale, Yang Qinglong, a estimé que par définition, les tarifs douaniers réciproques ne devaient pas concerner Taïwan, avant de marteler que la demande croissante de produits taïwanais sur le marché américain, tels que les puces électroniques, était à l'origine du déséquilibre. À la demande du gouvernement central, le ministère des Finances a dressé une liste des 30 catégories de produits taïwanais les plus exportés vers les États-Unis. Ces catégories seront les plus affectées par les droits de douane supplémentaires américains envisagés. Le gouvernement a indiqué qu'il réunirait les spécialistes du Bureau des négociations commerciales pour étudier des contre-mesures efficaces. Wellington Koo en est sûr. En cas de blocus de Taïwan, la communauté internationale ne resterait pas les bras croisés. Selon un article du Wall Street Journal, le WJS, la préparation de l'armée populaire de libération chinoise à mener un blocus de Taïwan aurait atteint un stade sans précédent. L'APL serait désormais en capacité d'encercler Taïwan et de l'isoler. Interrogé par les députés cette semaine, le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, a rappelé que les actions que le gouvernement chinois pourrait entreprendre sont basées sur des hypothèses de simulation qui ne sont pas prises à la légère et pour lesquelles le gouvernement taïwanais a prévu des plans d'intervention. Il a souligné que Taïwan devait renforcer ses capacités d'autodéfense, mais qu'en tout état de cause, si la Chine venait à imposer un blocus à Taïwan, cela aurait un impact sur le monde entier, en raison notamment des facteurs économiques. Wellington Koo considère ainsi que la communauté internationale ne restera pas les bras croisés. La région Indo-Pacifique représente plus de 50% du volume mondial des échanges commerciaux. Cela aurait un impact considérable sur la prospérité et la stabilité mondiale. Je pense que la communauté internationale ne pourrait rester les bras croisés face à un tel blocus. Par conséquent, face à ces menaces chinoises, nous devons renforcer nos capacités d'autodéfense et les combiner avec les forces de nos alliés, afin d'éviter qu'une telle situation se produise.
L'article du WSJ a par ailleurs soulevé des inquiétudes quant à la durée pendant laquelle Taïwan pourrait tenir sans eau, sans électricité, sans nourriture ou sans énergie en cas de blocus ou d'attaque de la Chine. À cet égard, le ministre taïwanais de l'économie, Guo Zhihui, a affirmé que le gouvernement avait prévu des contre-mesures, mais qu'il n'était pas opportun de divulguer combien de temps Taïwan pourrait tenir. La Chine conçoit une machine capable de couper les câbles sous-marins les plus résistants et les plus profonds. C'est le quotidien hongkongais South China Morning Post anglophone qui a récemment révélé que la Chine avait conçu un appareil sous-marin servant à couper les câbles sous-marins les plus résistants jusqu'à une profondeur de 4000 mètres, les engins existants ne fonctionnant jusqu'ici que dans les eaux de moins de 2000 mètres de profondeur. Notons qu'à 4000 mètres, la pression est égale à 400 fois celle de la surface et que pour ne pas imploser, le coupe-câble est coffré dans un alliage de titane. Doté d'une meule diamantée, l'engin qui tourne à 1600 tours par minute peut opérer sans trop remuer les sédiments du plancher océanique, lui permettant d'agir en toute discrétion, comme par exemple dans les eaux proches de l'île américaine de Guam, située en plein milieu du Pacifique, afin de paralyser une grande partie du trafic Internet de la planète. Un nouveau risque également pour Taïwan, qui a vu plusieurs de ses états sous-marins endommagés par des bateaux chinois au cours de ces derniers mois. Des textes de référendum passés en deuxième lecture en l'absence de députés du DPP. Cette semaine, 1 heure après la clôture de la session parlementaire, les référendums contre l'abolition de la peine de mort et contre la loi martiale ont été étudiés et votés en deuxième lecture au UN législatif en présence des députés de l'opposition, du KMT et du TPP. Le lendemain, Que Tianming, le chef du groupe parlementaire du DPP, a expliqué en conférence de presse que selon les articles 22 et 27 du règlement intérieur du UN législatif, la journée du travail avait lieu de 9h à 18h et pouvait être prolongée jusqu'à la fin des interrogations prévues. Avant la fin de la journée, le président peut, avec l'accord des membres présents, prolonger la session. Selon l'avis de session publié par le bureau du UN législatif, la réunion devait se tenir jusqu'à 18h ce jour-là. Le DPP soutient que la prolongation de la session, votée seulement après 19h, était illégale et que, par conséquent, l'étude de vote des textes des référendums en deuxième lecture n'était pas valable. Après la conférence de presse, Rosalie Wu et d'autres députés du DPP se sont rendus au bureau du président du UN législatif, Han Kuo-yu, pour lui demander d'expliquer comment il compte traiter la suite de la réunion illégale et du vote illégal. En outre, des députés du DPP ont commencé à s'organiser pour rester aux portes du UN législatif afin d'y entrer les premiers le 28 et de pouvoir présenter la demande d'invalidité le vote en premier lieu. Selon la loi référendaire taïwanaise, des projets de référendums initiés par le Parlement doivent être votés en troisième lecture. Une nouvelle série de demandes de destitution qui passe à la deuxième étape du projet Odyssée. La Commission centrale des élections a annoncé cette semaine qu'après le travail de vérification des cosignatures, les demandes de destitution de 8 députés a été validée en première phase. Les 8 députés sont tous issus du parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste DPP. La Commission a précisé qu'actuellement, les demandes de destitution contre 35 députés du Parti Kuomintang ou sans étiquette sont déjà en deuxième phase du processus. La Commission avait rejeté les demandes visant 17 députés du DPP, faute de signatures valides suffisantes. Les initiateurs des demandes avaient la possibilité de compléter les dossiers dans un délai fixé et la Commission centrale des élections a ainsi validé les dossiers de demande de destitution de 8 députés. 2 autres dossiers ont toutefois été invalidés, le délai fixé ayant été dépassé. Au total, 43 dossiers de demande de destitution de députés sont encore en cours.
Merci d'avoir écouté les ondes de Radio Taïwan International pour cette revue hebdomadaire de l'actualité présentée par moi-même, Valentin Floquet. Et je vous souhaite une excellente écoute de la suite de nos programmes sur Radio Taïwan International.